à tous et bienvenue dans cet atelier du Printemps des Territoires. Je suis Céline Coulange et j'ai le plaisir d'animer les échanges qui vont suivre. Je vous invite d'ailleurs à poser des questions aux invités que je vais vous présenter dans un instant, car dans une quinzaine de minutes, j'ouvrirai une session d'échange sur la base de vos questions. Donc je compte sur vous pour alimenter le fil de discussion qui se trouve à droite de votre écran. Et on fait également confiance à Florent, dessinateur. Pour croquer le meilleur de nos échanges, on le retrouvera en fin d'atelier, un atelier qui a pour objectif de vous donner toutes les clés pour attirer et loger les travailleurs essentiels. Alors pour en parler, nous sommes en duplex avec Mathieu Girier. Mathieu, vous êtes directeur des ressources humaines du CHU de Bordeaux. Bonjour. Bonjour. Alors avec vous, on imagine immédiatement ce que peut être un travailleur essentiel en cette période de crise sanitaire. Mathieu, votre CHU, c'est combien de personnes et qui sont justement ces travailleurs essentiels? Alors, le centre hospitalier universitaire de Bordeaux, ce sont 14 200 collaborateurs avec 1500 nouveaux contrats par an chaque année. Et c'est une galaxie complète de professionnels métiers sensibles, métiers rares, que nous accompagnons tous les jours, du médecin qui a fait plusieurs années de formation jusqu'à l'agent qui sort du bac et qui intègre une carrière de santé. Ces travailleurs essentiels, ils ont la particularité de travailler tous les jours, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, dans des roulements pour la plupart. Et les accompagner nécessite une spécificité particulière, celle d'adapter le logement, le transport, et de les accompagner au mieux dans leur vie personnelle et vie professionnelle pour qu'ils trouvent les clés de rester professionnels au sein du CHU de Bordeaux. Et puis l'idéal aussi, c'est de leur permettre de vivre pas loin de leur lieu de travail. On verra comment tout à l'heure. Merci Mathieu. Alors nous sommes également avec Jean-Baptiste de Senlis. Bonjour Jean-Baptiste. Alors vous êtes Bonjour. directeur de la région sud-ouest de CDC Habitat. Est-ce que vous pouvez nous rappeler quelle est votre mission chez CDC Habitat? Oui, CDC Habitat, c'est la filiale immobilière d'intérêt général de la Caisse des dépôts. À ce titre-là, nous construisons et nous gérons des logements très sociaux et sociaux en majorité, mais également des logements intermédiaires et abordables. Et nous avons un peu plus de 520 000 logements sur la France métropolitaine et également dans les territoires ultramarins. Rappelez-nous ce que c'est qu'un logement intermédiaire. Un logement intermédiaire, c'est un logement qui est à destination des classes moyennes. En fait, les classes moyennes étant un peu les oubliés de la politique du logement. C'est une offre qui se situe à moins 10 à moins 15% par rapport au marché libre. De loyer, c'est ça. Là, on parle vraiment d'un loyer effectivement un peu inférieur. Voilà, pour vraiment créer un segment d'offres qui n'est pas présent nécessairement et qui permet à des personnes de se loger plus près de leur travail, bien évidemment, mais aussi accéder à une taille de logement qui soit adaptée à leur famille, ce qui n'est pas possible dans des zones tendues où les personnes ont tendance à s'éloigner. Donc voilà, on recrée cette possibilité-là. Alors justement, de manière plus globale, sans attendre la fin de l'épidémie du Covid-19, CDC Habitat a engagé un plan de soutien du secteur de l'immobilier via un appel à projet pour la production de 40 000 logements. Oui, c'était il y a presque un an. Tous les secteurs commençaient à être largement touchés, donc il y avait une période d'incertitude forte. Donc on a joué notre rôle dans le cadre d'un plan de relance avec 40 000 logements acquis. C'était surtout, au-delà du soutien du secteur immobilier, c'était surtout donner l'occasion aux opérations de sortir, aux opérations d'être lancées, ou voire même de vraiment exister, parce qu'on était en zone tendue, mais aussi sur des cœurs de ville. Donc voilà, ça a permis vraiment de développer cette offre, aussi bien sociale, intermédiaire qu'abordable. Et alors dans la continuité, il y a une réflexion nationale qui a vu le jour pour commercialiser ces logements auprès des classes moyennes dont vous venez de parler. Donc ces classes moyennes, ce sont celles qui n'ont pas accès au logement social, parce qu'elles n'y sont pas éligibles tout simplement, mais pour qui les loyers des logements à proximité de leur lieu de travail restent exorbitants. Oui, tout à fait. On a vraiment cette difficulté effectivement d'arriver à trouver l'adéquation entre le logement et le travail. Plus particulièrement sur le logement intermédiaire et sur le logement abordable, en fait, l'idée c'est vraiment de rendre le plus utile possible ces logements-là. Au-delà de l'acte de construire, bien sûr, de gérer, il y a aussi trouver la meilleure adéquation, trouver le logement le plus utile au territoire aussi. Et donc on a ce travail-là et cette réflexion qui est engagée. Et puis plus particulièrement sur les travailleurs essentiels, puisque vous l'avez cité. Alors c'est vrai qu'on sait, bien sûr, ils ont été mis en lumière pendant cette période-là, mais finalement ils ont toujours été là, bien évidemment, pour nous accompagner. Et la question aujourd'hui, c'est une question inverse, c'est qu'est-ce qu'on fait pour eux finalement. Donc voilà, sur la question du logement en particulier, c'est comment on y répond et comment on les accompagne. Et c'est quoi un travailleur essentiel? Est-ce que la définition existe? Alors elle n'existe pas encore. On imagine derrière effectivement les termes qui sont choisis. Cette notion, mais elle est en cours de définition. L'idée et la volonté d'Emmanuel Vargon dans la loi 4D, c'est de donner une place dans le cadre des publics prioritaires, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui,
D'ailleurs, Michael Nogal, qui est le député président du Conseil national de l'habitat, a fait des propositions dans ce sens-là et a fait des propositions de définition que vous abordez comme étant des personnes qui sont essentielles à la vie du territoire, à la vie de la nation, avec des activités qui sont non télétravaillables. Donc vraiment des personnes qu'il faut accompagner sur le dans terrain. logement. Absolument. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples concrets? Alors des exemples concrets, évidemment le partenariat avec le CHU et de Bordeaux est un très bon exemple parce qu'on est vraiment dans cette logique de rapprocher le domicile-travail pour des personnes qui sont un petit peu en situation d'éloignement par l'effet un petit peu centrifuge des zones tendues. Donc on va effectivement compenser ça et donner un accès privilégié à des publics dits prioritaires. Donc là, on parle effectivement d'infirmiers et on va y revenir, mais il y a aussi les policiers municipaux, les personnels des écoles, ce sont eux, ces personnes effectivement qui sont essentielles sur leur lieu de travail et pour qui malheureusement les loyers peuvent être effectivement un peu trop élevés quand il s'agit d'habiter dans cette zone. Alors Mathieu, vous travaillez justement en partenariat avec Jean-Baptiste en accédant à une 50aine de logements CDC Habitat par an pour votre personnel. Ça, c'est un accord que vous avez signé en 2018. Est-ce que vous êtes satisfait jusque-là? Est-ce que les résultats sont bons? Partenariat extrêmement satisfaisant pour nous au CHU de Bordeaux. Le travail avec la CDC Habitat nous a permis de reloger, au dernier chiffre, 99 collaborateurs de l'établissement, avec une amélioration dans la plupart des cas, à la fois de la qualité du logement dans lequel les professionnels sont logés, mais également de l'amélioration de la durée de leur temps de trajet domicile-travail, avec une réduction de 56% en moyenne. Cette réduction est extrêmement importante parce que l'agglomération de Bordeaux, c'est une agglomération qui est extrêmement attractive, une agglomération dans laquelle il n'est pas forcément facile de trouver des logements parce que c'est à la fois une ville d'industrie, une ville de services, une ville dans laquelle on trouve beaucoup d'étudiants. Et finalement, les professionnels de santé sont en concurrence avec beaucoup de populations pour trouver des logements. Du coup, ils se logent souvent dans des espaces qui sont très périphériques, avec, au détriment bien sûr, la qualité de vie au travail et leur capacité à rester durablement agents publics au sein du centre hospitalier universitaire de Bordeaux. Et alors, comment ce partenariat est-il perçu par les collaborateurs ? Alors la particularité de l'offre logement au niveau du CHU, c'est que nous disposons de deux circuits. Un circuit à destination des personnels qui sont en grande précarité. On va y trouver notamment les agents de catégorie C de l'établissement que l'on va aider lorsqu'ils sont dans des situations de grande précarité ou de grandes difficultés financières. Et puis on a mis en place un système de chargé de mission logement qui accompagne les professionnels. Et pour tout vous dire, aujourd'hui, on a reçu un message de remerciement de la part d'un agent qui était en grande difficulté, difficulté de logement pour lui-même, difficulté de logement pour son père. Il souhaitait pouvoir trouver un appartement pour habiter tous les deux. Et grâce à la CDC Habitat, nous sommes en capacité de lui proposer quelque chose et il l'emménagera dans son nouveau logement le 30 mars, dans une résidence qui le satisfait complètement. Génial, ça c'est un exemple vraiment récent. Vous en avez d'autres aussi qui confirment qu'il y a des problématiques particulières qui sont liées aussi à votre spécialité. Tout à fait. On a après pu loger notamment des professionnels qui sont venus d'Île-de-France, qui nous ont rejoints au travers du mécanisme de mutation entre établissements publics de santé. Nous avons aussi pu loger des jeunes professionnels qui arrivent sur le marché du travail, puisque l'enjeu pour nous est aussi d'accompagner ces jeunes professionnels qui ne sont pas forcément dans une situation très facile sur le territoire de Bordeaux. Et puis l'établissement grandit. Nous avons de plus en plus d'agents chaque année. Nous recrutons et nous créons des postes tous les ans. Et cette création de postes, elle se fait aussi justement dans cet environnement tendu en attirant les talents et en proposant d'autres services à ces talents pour qu'ils nous rejoignent. Quelque part, ça facilite le recrutement, c'est ce qu'on entend. Exactement. Alors, faciliter le recrutement et faciliter aussi, la fidélisation. Ouais. Parce qu'on peut recruter, mais si c'est pour remplacer l'agent tous les 6 mois, ça n'a pas d'intérêt. Notre objectif, c'est que les agents s'inscrivent au CHU et qu'ils s'inscrivent durablement dans notre organisation. Vous avez eu raison de le préciser. Votre principal enjeu, finalement, justement, quand vous souhaitez recruter et fidéliser vos collaborateurs par rapport à leur logement ?
Alors aujourd'hui, un collaborateur qu'on recrute, il cherche une offre qui soit tout intégrée, dans laquelle il puisse avoir à la fois un équilibre vie perso-vie pro qui soit intéressant, notamment compte tenu de ce que je vous disais, des particularités du travail à l'hôpital, mais également qu'il ait un cadre de vie intéressant, qu'il soit dans des environnements de quartier qui lui permettent d'avoir une vie de famille ou qui lui permettent d'avoir une vie à côté, même si en ce moment, avec les couvre-feux et les confinements, c'est pas forcément ça. Mais en tout cas, on cherche aussi une offre de logement qui soit adaptée à une vie tout court et pas forcément un simple immeuble dans lequel on pourrait faire métro, boulot, dodo, rentrer tous les soirs et être dans une zone qui n'est pas forcément attractive. CDC Habitat travaille aussi avec nous sur ce secteur-là, essayer d'identifier des zones qui sont peu éloignées de l'établissement, 10 km au maximum, que ces zones soient attractives. Ces zones attractives, bien sûr, on ne peut les investir qu'à partir du moment où les loyers sont peu chers et notamment avec un vrai décalage par rapport à ce que les collaborateurs peuvent trouver dans leur recherche de logement sur le marché plus classique de la location. Et bien sûr, le fait qu'il n'y ait pas de frais d'agence est un élément important de satisfaction pour nos collaborateurs. Est-ce que la situation géographique justement des logements proposés par CDC Habitat correspond à peu près à votre zone géographique à vous? Alors tout à fait, les logements CDC Habitat, alors il y en a un peu partout dans l'agglomération, mais en tout cas les propositions qui nous ont été faites calent complètement avec ce qu'on cherche, c'est-à-dire le sud de l'agglomération bordelaise, le sud-ouest de l'agglomération, puisque c'est là qu'on trouve les principales implantations du centre hospitalier universitaire de Bordeaux, qui est extrêmement présent sur les villes de Bordeaux, de Talence et de Pessac. Alors dites-nous maintenant Mathieu, quels sont les avantages à travailler avec CDC Habitat? Premier avantage, c'est que déjà on fait des recrutements qu'on n'arrivait pas à faire précédemment avec cette offre de logement. CDC Habitat a été le premier bailleur à nous proposer de mettre en place cette convention de partenariat et elle a été extrêmement bien accueillie par nos professionnels et c'est vraiment ça qui a réarmé la thématique du logement à l'hôpital public. C'était une thématique qu'on avait exploitée dans les années 70-80 qui, avec la mise en place des nouveaux systèmes de financement, avait souvent donné lieu à la revente des patrimoines qui permettaient de loger parce que mal entretenus, parce que peu de salaires qui rentraient dans les caisses de l'établissement, peu de loyers, pardon, qui rentraient dans les caisses de l'établissement. Ouais. Et cette nouvelle offre, elle nous permet de réarmer ce bras important de la politique de qualité de vie au travail de l'hôpital. L'autre chose qui est très importante, c'est que CDC Habitat est un groupe important, et donc il bénéficie d'un patrimoine et d'un portefeuille de logements que nous pouvons mobiliser, qui est là aussi extrêmement vaste, extrêmement intéressant et particulièrement bien placé par rapport à nos implantations. Et c'est du gagnant-gagnant en fait, hein, du gagnant-gagnant et une relation solide qui, à mon avis, pourra durer pour le futur. On vous le souhaite. Jean-Baptiste, se loger relève parfois du parcours du combattant, sans pour autant que les bailleurs revoient leurs exigences. Mathieu Géry l'a très bien exprimé, effectivement, dans les métropoles, dans les grandes villes, la problématique du logement, c'est souvent la première priorité, en fait. Une fois qu'on a le job, on cherche bien sûr, où habiter. Effectivement, c'est souvent la préoccupation première. Et donc, nous, notre rôle, effectivement, c'est que chaque logement soit vraiment utile, soit le plus utile au territoire, donne le maximum de valeur ajoutée. On essaie vraiment dans la création de valeur, au-delà de l'acte de construire, de la qualité de service, de gérer. C'est vraiment au moment où on attribue, effectivement, de générer le maximum de valeur ajoutée pour le territoire et pour les personnes qui en bénéficient. Donc c'est bien sûr pour le logement social, il y a déjà un dispositif de priorisation qui est donné, mais c'est vrai que pour le reste des logements, ce n'est pas le cas. Donc l'avantage d'avoir des bailleurs institutionnels ou publics comme nous, c'est qu'on peut aussi continuer de travailler sur les attributions, les peuplements, les parcours résidentiels, avec les interlocuteurs, entre les grands comptes, comme le CHU peut l'être, bien sûr, et puis également avec les élus, avec lesquels effectivement cette discussion doit avoir lieu pour justement affiner les besoins et savoir comment y répondre. Quel est leur intérêt finalement pour les élus? L'intérêt pour les élus? Finalement, c'est de reprendre la main justement. Au-delà du logement social sur lequel ils ont une quote-part de réservation, et ça, effectivement, on doit encore l'augmenter, et nous on y travaille, mais également sur des autres types de logements, et notamment sur les classes moyennes, sur des métiers dits essentiels. C'est vraiment, je crois que d'ailleurs l'orientation de la loi le prévoit avec une définition assez générale, précise mais générale, et une déclinaison en revanche qui sera laissée, qui devrait être laissée au local.
Ça, c'est essentiel parce que c'est les élus qui connaissent le mieux, effectivement, les besoins. Et puis, c'est une manière aussi de rendre collégiale cette réflexion et d'arriver ensemble, de créer une sorte d'écosystème favorable pour qu'on puisse, effectivement, trouver des solutions de logement pour tous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un élu va pouvoir maintenant, en séance, attribuer tel ou tel logement, un peu en fonction de quoi? Parce que ça paraît presque un peu discriminatoire comme raisonnement. Alors, non, enfin, en tout cas, simplement, sur la notion de discrimination, c'est vrai qu'à partir du moment où on fait des priorisations, celle-ci est de bon sens pour le CHU, évidemment. C'est celle effectivement du travailleur essentiel, c'est celle du rapprochement domicile-travail. Donc c'est du bon sens, mais c'est vrai que si on doit aller plus loin, pardon, et si on doit généraliser effectivement ce travail-là, effectivement, ça nécessite un travail collégial pour définir et pour suivre, bien sûr, parce qu'effectivement, il faut que ce soit l'intérêt général qui prime. Et ça se fait de manière collégiale. Donc c'est vraiment dans ce sens-là qu'on souhaite travailler. Donc finalement, le fait que ce soit une décision collégiale protège aussi cette attribution. Ça protège et puis ça permet d'aller plus loin, puis ça permet de partager les besoins, ça permet de voir quelles sont les stratégies aussi territoriales, de savoir aussi comment on fait la mixité dans le logement social, mais plus généralement dans les quartiers, quels sont les secteurs en tension, quels sont les besoins sur certains métiers. On est en train de travailler avec La Poste actuellement. Sur Clamart, on est en train de faire 12 réservations. On a 12 réservations sur un programme avec La Poste en logement abordable. Voilà, il y a différents métiers, différentes catégories où ces problématiques-là se posent. Il faut vraiment qu'on puisse arriver à les solutionner au cas par cas. Ça demande de la finesse, ça demande de l'échange, mais on voit bien qu'on a finalement des moyens qu'on sous-utilise. Donc c'est voilà, exploitons-les davantage, parlons-nous, affinons, construisons ensemble, mais aussi accompagnons ensemble les besoins. Alors vous parlez de logement abordable, ça je crois que c'est relativement nouveau, hein, c'est une offre nouvelle. On a parlé du logement intermédiaire, donc 10 à 15% moins cher que le marché. Logement abordable, c'est quoi? Logement abordable, c'est encore une segmentation un peu plus fine. On a généralement moins 5% par rapport au marché. C'est l'avantage par rapport au logement intermédiaire, c'est qu'on peut le générer partout, y compris dans des zones de type cœur de ville, puisqu'on n'a plus ces problèmes de zonage qu'on peut avoir pour le logement intermédiaire. Donc ça permet d'avoir cette logique-là, de la décliner encore, mais de manière plus large, et d'être toujours dans cette logique d'être le plus utile au moment de satisfaire des besoins pour le territoire. De loger du monde. Est-ce que vous avez d'autres types de partenariats comme celui avec le CHU de Bordeaux? Est-ce que ça c'est quelque chose qui est finalement fréquent chez vous? Alors nous c'est historique, parce qu'on avait celui avec la Défense très historiquement, mais enfin on est finalement dans quelque part une logique qui s'en rapproche. Le but c'est le CHU de Bordeaux est sans doute une forme de préfiguration, donc on travaille avec la Fédération hospitalière de France pour généraliser ce dispositif, pour qu'il soit plus global et qu'il y en ait plus nombreux, les partenariats soient plus nombreux. Et puis effectivement, ça peut être La Poste, ça peut être d'autres grands comptes. Et après, c'est vraiment, on a travaillé avec Euratlantique également sur Bordeaux. L'idée, c'est vraiment d'arriver à trouver des définitions locales. Donc ces partenariats sont amenés à se développer et à se décliner de manière plus globale. À se déployer sur l'ensemble du territoire. Mathieu, qu'est-ce que vous diriez à ceux qui nous regardent pour les inciter justement à monter ce type de partenariat? Je pense que ce qu'on peut dire, une conclusion un peu des différentes interventions, le CHU est extrêmement ravi du partenariat avec CDC Habitat, ça se passe bien. Comme toutes les conventions, ça nécessite de se rencontrer, de s'apprivoiser, de comprendre les enjeux des uns et des autres. Mais je pense qu'une fois que les amarres sont posées, ça fonctionne. Les chiffres sont là, le taux de satisfaction est là. Et on ne peut qu'appeler au renforcement et au développement de ce type de politique qui, à mon avis, feront l'avenir du service public et feront l'avenir de l'attractivité du service public, quelle que soit la fonction publique. Effectivement, merci Mathieu. Beaucoup de valeur ajoutée sociétale quand on accompagne les travailleurs essentiels à se loger. Merci à tous les deux. On va maintenant passer aux questions du public. Alors, j'ai des questions pour tout le monde. Mathieu, envisagez-vous de signer d'autres partenariats avec d'autres organismes? Ça commence fort. Jean-Baptiste vous écoute.
Jean-Baptiste m'écoute, mais en bon représentant du service public et en bon garant de l'égalité devant les charges publiques, il faut bien sûr que la place soit donnée à tous les acteurs. Et le CHU a déjà travaillé avec un certain nombre d'acteurs bailleurs sociaux. Alors sur des offres qui sont soit sur le même terrain, mais plutôt des offres complémentaires à celles de CDC Habitat, complémentaires sur le plan géographique et complémentaires en matière de composition des logements. Donc effectivement, notre objectif est de s'inspirer de ce qui a été fait avec CDC Habitat et d'amplifier toujours le mouvement. Et oui, parce que l'objectif, c'est bien d'améliorer la vie de ces travailleurs essentiels. Jean-Baptiste, est-ce le rôle d'un bailleur de choisir ses locataires? Alors ça, c'est une vraie question qui nous préoccupe depuis assez longtemps, sur le rôle des bailleurs sociaux en particulier dans les commissions d'attribution, dans son rôle dans la mixité, dans le meilleur équilibre de l'occupation, dans la meilleure réponse aussi aux priorités. C'est difficile de donner une réponse. Aujourd'hui, en tout cas, la volonté d'inscrire les travailleurs essentiels dans l'une des priorités ouvertes pour le logement social, c'est déjà une manière de poser la question des travailleurs clés et des travailleurs des classes moyennes de manière plus générale. Donc l'inscrire de manière vraiment très formelle dans nos réflexions et dans l'aménagement du territoire, finalement. Et après, nous, on est là pour l'intérêt général. Donc nous, on est là pour orienter selon des règles qui sont données par le législateur et pour les faire respecter au mieux. Donc on se cantonne à ça en essayant de le faire le mieux possible et en essayant d'être inspirant très pragmatiquement, comme on peut le faire avec Mathieu Girier et le CHU de Bordeaux aujourd'hui. Pourquoi s'intéresser aux classes moyennes qui ont les capacités de trouver un logement normalement et pas davantage aux personnes aux faibles ressources? Alors, vous l'avez déjà un peu expliqué, mais peut-être que c'est intéressant de refaire revenir parce que, alors bien sûr, la priorité, ce sont les personnes aux faibles ressources, très clairement. Ça, il n'y a aucune ambiguïté là-dessus, c'est une évidence et c'est l'essentiel de notre travail. Après, pourquoi les classes moyennes? Parce qu'en fait, on peut croire effectivement qu'elles peuvent trouver un logement adapté sur le marché, un classique, de manière assez libre. Et en fait, c'est peut-être, tout ce qu'on voit démontre le contraire. On voit que les gens s'éloignent. On le voit aussi avec les agents hospitaliers, avec des éloignements importants. On voit aussi des saturations d'espaces publics parce qu'il y a beaucoup de trafic avec des mouvements pendulaires importants. Donc on voit bien que cette adéquation entre le bon lieu, la bonne taille du logement, le bon loyer aussi, parce que la question du taux d'effort est évidemment essentielle, et puis le lieu de travail, sont des questions qui sont insuffisamment explorées et qui ne se règlent pas naturellement. Donc on a vraiment besoin de donner des coups de pouce pour justement aider et faciliter effectivement cette rencontre de la bonne offre et de la bonne demande, et de la demande. Oui, parce que finalement, si on prend un exemple vraiment concret, Mathieu, là on parle d'une infirmière qui gagne en moyenne 2 700 € par mois et qui doit payer un loyer de 600. C'est ça, si on est dans ces zones de chiffres-là, et c'est ça qu'on appelle la classe moyenne. Il faut aussi peut-être définir ce qu'on entend par classe moyenne et personnes aux faibles ressources. Mathieu, avez-vous ressenti une hausse des demandes de logement suite à la crise sanitaire ou au contraire une baisse des demandes? Alors de notre côté, on n'a pas eu de modification vraiment de notre flux de demandes. On a eu quelques demandes d'accompagnement au tout début du premier confinement sur des professionnels qui par exemple étaient en colocation et n'ont pas souhaité rester dans leur colocation parce que risquaient de contaminer leur coloc. Donc on a traité quelques cas individuels. On est à moins de 10 cas sur 14 000 collaborateurs au CHU de Bordeaux. Donc le confinement n'a pas eu un gros impact pour nous, le système a continué à fonctionner, il a bien fonctionné. Je voulais juste revenir peut-être sur les éléments de ce que vous disiez sur les classes moyennes. Oui. Une infirmière à l'hôpital qui ne fait pas de garde et pas de nuit, elle gagne 1 830 € avant Ségur, donc elle va monter à 2 000 € avec les nouvelles primes qui ont été mises en place à la fin de l'année 2020. Donc on est un petit peu en dessous du chiffre que vous avez avancé. Oui. Et effectivement, les collaborateurs qui commencent leur carrière à l'hôpital sont dans cette tranche-là. Mais il ne faut pas oublier qu'on a notamment au CHU de Bordeaux, et comme dans beaucoup d'établissements, pas mal d'aides-soignants. Et ces aides-soignants, ce sont des collaborateurs qui, pour le coup, gagnent entre 1 290 et 1 500 €. Et ils sont essentiels, c'est d'eux dont on parle. Exactement. Ce sont eux qui font tourner l'établissement. Il y en a plusieurs milliers au CHU de Bordeaux et ils sont notre cœur de cible.
Et juste pour préciser et compléter les propos de Mathieu, effectivement, sur la classe moyenne, en fait, c'est plutôt entre le 4e et le 6e décile, si on doit décomposer effectivement en dixième la population. C'est quoi déjà? C'est des segments égaux d'un dixième. Enfin, en tout cas, la classe moyenne vraiment se situe à la moyenne des revenus. Et nous, les ménages que l'on loge ont des revenus de 2 800 €, mais pour le couple, pour le ménage. Oui, c'est ça. Donc on est effectivement un peu en dessous. Et le loyer dans le privé est vraiment au-dessus des 600 €. On dépasse assez facilement les 1 000 € sur des zones tendues comme Bordeaux, Lyon, etc., Montpellier. L'Île-de-France, c'est encore une autre réalité encore un petit peu plus tendue. Donc voilà, en fait, c'est des ressources plutôt un peu plus faibles et des loyers du libre un peu plus forts. Et donc la nécessité d'avoir des loyers encore plus. beaucoup plus refroidis, beaucoup plus raisonnables et beaucoup plus accessibles. Et qui correspondent effectivement aux revenus des uns et des autres. Jean-Baptiste, votre présentation montre bien le lien fort entre emploi et logement, surtout en zone tendue. Comment peut-on la généraliser ? C'est vraiment poser cette réflexion, la partager. Alors elle est déjà posée bien sûr par des outils dans les communes, mais avec un prisme qui est souvent orienté vers les ménages modestes. Effectivement, c'est l'élargir à l'ensemble des ménages et voir là où effectivement justement la satisfaction des besoins, en l'occurrence, n'est pas spontanée, où il faut effectivement donner ce coup de pouce, il faut aider. Moi, je le vois aussi avec les personnes qui sont dans le logement social, mais dont les ressources ont évolué, mais qui restent dans le logement social parce que la marche pour aller dans le logement libre est beaucoup trop importante. Donc, en faisant des offres intermédiaires, on fait une demi-marche et on permet à des personnes de sortir du logement social. Ce qui est le but, c'est que ce soit une passerelle, que ce soit un parcours résidentiel. Et de fait, on génère des logements disponibles pour des gens qui ont davantage besoin à un moment de leur vie. Donc voilà, c'est aussi fluidifier les choses, parce que plus on trouve de solutions, plus on rend les choses fluides, utiles, et plus cette maximisation de la valeur ajoutée du logement devient importante. Puis ça permet aussi de développer son territoire, puisque là, on est quand même dans un sujet au Printemps des territoires qui s'adresse aux élus, aux collectivités. Donc ça peut les intéresser, là, avec l'exemple du CHU de Bordeaux, mais aussi avec d'autres aspects, d'autres métiers. Oui, non, mais c'est absolument nécessaire. Bien sûr que l'économie, bien sûr que les différents niveaux d'attractivité de la commune jouent en termes de services, en termes de déplacement, mais le logement, bien évidemment, est central. L'offre va elle-même générer l'attractivité, va elle-même permettre de sédentariser. Aussi, ça a été rappelé, des personnes, d'accompagner des parcours. Donc il faut vraiment, effectivement, le logement et de l'habitat de qualité et abordable est évidemment une composante essentielle de l'attractivité des territoires. Eh bien, merci à tous les deux pour vos éclairages. Merci à Daniel qui est en régie. Et merci à tous pour vos questions. On va s'arrêter là. Voyons ensemble ce que Florent a retenu de nos échanges. Allons faire un tour du côté du dessin. Alors, il va s'afficher sur vos écrans. Et ben voilà. On parle d'attirer les travailleurs essentiels. Donc, forcément, ils vont être aimantés à Bordeaux, au CHU de Mathieu. Toutes les clés de la réussite. Jean-Baptiste, qu'est-ce que vous voyez? Augmenter l'attractivité de son territoire et des services publics, c'est bien le sujet dont on parle, grâce à CDC Habitat. Alors, tout y est, effectivement, comme quoi les dessins sont... On aurait pu commencer par là, finalement on aurait évité de l'interview, finalement c'est ce que vous êtes en train de nous dire. Non, c'est très bien résumé, tout à fait, merci. Donc vous retrouvez ces dessins sur la plateforme du Printemps des territoires. Merci à tous. Alors pour en savoir plus sur CDC Habitat et surtout pour toutes les questions de financement et d'accompagnement de vos projets, rendez-vous sur le site, vous y trouverez tous les liens utiles. Place maintenant à une respiration artistique proposée par la compagnie Big Girl, une compagnie soutenue par le programme Mécénat de la Caisse des dépôts. À bientôt.